Comme nous l'avions vu dans la vidéo précédente, Philippe III hérite en 1598 du plus puissant royaume d'Europe. Les territoires de l'Espagne s'étendent alors comme des tentacules de l'Ibérie vers l'Italie et les Pays-Bas. Pourtant, à peine plus d'un siècle plus tard, l'Espagne se retrouve faible et appauvrie, tandis que les Bourbons prennent la place des Habsbourg à la tête du pays. Les règnes de 3 rois seulement, Philippe III, Philippe IV et Charles II, ont été décisifs pour l'avenir du pays. Nous nous demanderons donc ici comment l'Espagne, la première puissance européenne au début du XVIIe siècle, a pu être mise à genoux en un siècle seulement. Dès son accession au trône, Philippe III et ses conseillers cherchent à opérer un revirement diplomatique. Ils veulent mettre un terme aux guerres commencées par Philippe II et faire entrer l'Espagne dans une ère de paix. Pour ça, le roi signe la paix avec l'Angleterre en 1603, puis une trêve avec les Provinces-Unies en 1609. Philippe III y cherche alors à sauvegarder l'hégémonie européenne de l'Espagne sans user de la force. La diplomatie devient son meilleur atout. Globalement, l'Espagne évite de déclarer des guerres sous son règne. En revanche, elle n'hésite pas à soutenir les ennemis de ses rivaux, à encourager les révoltes chez ces derniers, à apporter son aide à ses alliés ou à développer son tissu d'espions dans les différentes cours européennes. En parallèle, des diplomates espagnols sont envoyés dans la majorité des capitales européennes, et même dans les principautés protestantes. Ces derniers y permettent au roi des Espagnes de savoir tout ce qui se passe sur le continent. Chaque mouvement de troupes ou chaque action potentiellement dangereuse peuvent ainsi arriver jusqu'aux oreilles du souverain. Pour assurer la paix, 2 mariages franco-espagnols sont aussi décrétés par la régente Marie de Médicis et Philippe III. Louis XIII épouse l'infante d'Espagne Anne d'Autriche et le futur Philippe IV épouse la fille d'Henri IV. La diplomatie du roi connaît toutefois 2 échecs cuisants. En Italie, pourtant territoire fortement dominé par l'Espagne, l'hégémonie de cette dernière est à plusieurs reprises contestée par la République de Venise et le duché de Savoie. Ce dernier est même en guerre durant quelques années contre les alliés espagnols pour la succession de Montferrat. Dans les colonies et sur les mers, les Espagnols connaissent également des déconvenues, puisque depuis les échecs de Philippe II face aux Anglais, les navires espagnols et portugais ne sont plus en sécurité, tandis que certains comptoirs dans les Indes orientales, comme Ormuz, sont occupés par les Hollandais et les Anglais. Quoi qu'il en soit, la mort de Philippe III en 1621 rebat une nouvelle fois les cartes de la diplomatie espagnole. Philippe IV n'est pas d'accord avec la politique de son père. Pour lui, l'Espagne doit s'imposer par la guerre. Pourtant, les finances rendent ce projet plutôt hasardeux et improbable à mettre en pratique pour la plupart de ses conseillers. Mais la conjoncture de l'époque ne va pas vraiment laisser le choix au royaume. Depuis 1618, date du déclenchement de la guerre de 30 ans, l'Europe se transforme peu à peu en une gigantesque poudrière. Et tous les États européens vont être forcés d'y contribuer, avec plus ou moins de succès. L'Espagne se pose rapidement comme un soutien indéfectible de l'empereur d'Autriche. Rien d'étonnant à cela, puisque les 2 États sont dirigés par les Habsbourg. Philippe IV envoie ainsi des troupes et de l'argent pour soutenir son cousin, en échange de quoi il occupe l'Alsace, ce qui lui permet de sécuriser un petit peu plus la route qui mène vers les Pays-Bas, en prévision d'une guerre future avec les Provinces-Unies. La guerre avec ces derniers reprend d'ailleurs dès 1621. L'Espagne remporte alors plusieurs succès dans ces guerres, que ce soit face aux princes protestants de l'Empire ou face aux Hollandais. Entre 1628 et 1631, l'Espagne combat la France aux côtés de l'empereur durant la guerre de succession de Mantoue. En plus de raviver fortement les tensions franco-espagnoles, ce conflit tourne rapidement en faveur de Louis XIII et aboutit sur une nette victoire française. Dès 1634, les Espagnols et l'empereur remportent une victoire décisive à Nordlingen sur les troupes protestantes et suédoises. La guerre semble alors gagnée pour les Habsbourg puisque leurs ennemis ont été écrasés. Malheureusement, c'était sans compter sur l'intervention de Louis XIII et Richelieu. En mai 1635, un émissaire français se rend à Bruxelles
pour annoncer la déclaration de guerre française aux Espagnols. La France se pose alors comme protectrice des États allemands et italiens face à l'impérialisme des Habsbourg. Mais au-delà de signer le glas de la toute-puissance habsbourgeoise en Europe, cette intervention de Richelieu provoque également une forte instabilité en Ibérie. Le pouvoir royal se heurte alors à plusieurs mouvements indépendantistes fatigués par la guerre et les impôts excessifs. C'est ainsi qu'en 1640, la Catalogne et le Portugal se déclarent tous deux indépendants. En mai, la population catalogne se soulève et assassine le représentant de Philippe IV dans la région, tandis que les troupes du roi sont vaincues par les indépendantistes en 1641. Ces derniers reconnaissent d'ailleurs la souveraineté française de Louis XIII afin d'obtenir l'aide de la France. En parallèle, la régente du Portugal est enfermée en décembre 1640, tandis que la noblesse portugaise dépose Philippe IV et désigne Jean IV comme nouveau roi. Le Portugal regagne de fait son indépendance cette année-là, notamment parce que Philippe IV se concentre sur la reconquête de la Catalogne. Finalement, ces guerres ont des conséquences catastrophiques à tous les niveaux pour l'Espagne. Elles s'achèvent les unes après les autres à partir de 1648. Cette année, justement, l'Espagne signe le traité de Münster avec les Provinces-Unies. Avec celui-ci, elle reconnaît l'indépendance de la République et lui fait certaines concessions commerciales. En 1659, Philippe IV signe le traité des Pyrénées avec la France. Avec celui-ci, la France remporte l'Artois et le Roussillon, tandis que la paix est assurée par le mariage entre l'infante Marie-Thérèse et Louis XIV. En 1668, enfin, les troupes portugaises écrasent l'armée espagnole, ce qui acte définitivement son indépendance. Finalement, en un règne, l'Espagne se ruine complètement et perd de nombreux territoires, mais elle n'en reste pas moins une puissance européenne. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'à partir de cet instant, l'Espagne n'est plus qu'un colosse aux pieds d'argile, tandis que la mort de Philippe IV en 1665 entérine le déclin du pays. On l'a vu dans la dernière vidéo, mais le règne de Philippe II a débuté sous les meilleurs auspices, puisque la production ibérique se portait bien et les revenus coloniaux étaient conséquents. Lorsque Philippe III accède au trône en 1598, la situation n'est plus vraiment la même, parce que la couronne s'est énormément endettée sous le règne de son père, notamment lors de ses guerres contre la France, les Provinces-Unies et l'Angleterre. Les Espagnes vont alors avoir affaire à deux grandes crises économiques. Une crise fiscale et une crise monétaire. La fiscalité, d'abord, on entend par là les moyens utilisés par la couronne afin de prélever de l'argent. Les rois espagnols sont d'ailleurs particulièrement inventifs lorsqu'il s'agit de renflouer les caisses. Ainsi, les rois n'hésitent pas à lever de nouveaux impôts ou de nouvelles taxes, avec l'accord des conseils régionaux. Ceux-ci sont généralement prévus pour durer quelques années seulement, mais il est assez régulier qu'ils soient renouvelés. Ces impôts exceptionnels représentent une bonne partie des revenus de la couronne, jusqu'à 30% en 1621. Mais quand ceux-ci ne suffisent pas, la royauté sait être plus originale. Elle n'hésite alors pas à confisquer les cargaisons de marchandises venues des Indes, à forcer certains prêts, à encourager des dons généreux pour la couronne, et bien d'autres. De fait, les revenus de la couronne passent de 9 millions de ducats en 1584 à 20 millions en 1645. Pourtant, les revenus sont toujours trop faibles et la dette ne cesse d'augmenter. Les rois proclament même la banqueroute à deux reprises, en 1607 et 1627. À cette fiscalité insuffisante s'ajoute une crise monétaire sans précédent. Globalement, la couronne fait perdre de la valeur aux billions, des pièces de cuivre et d'argent qui sont généralement utilisées afin de faire des échanges au sein du pays. Pour cela, elle retire la part d'argent et produit donc des pièces entièrement en bronze. Ce procédé lui permet de faire plus de bénéfices lors de la production de la pièce, mais au détriment des marchands. En parallèle, certaines périodes voient un très grand nombre de pièces être frappées, ce qui crée une forte inflation. En soi, la couronne s'enfonce dans un cercle vicieux de dévaluation monétaire et d'inflation, menant le commerce intérieur dans une situation compliquée,
tandis que les travailleurs sont rémunérés avec des pièces qui n'ont presque aucune valeur. Les règnes de Philippe II et de Philippe IV voient donc la péninsule ibérique s'appauvrir. Pourtant, ces phénomènes sont loin d'être suffisants pour faire sombrer la première puissance d'Europe. La véritable catastrophe arrive avec la naissance de l'héritier tant attendu en 1661. Ce n'est ni les guerres, ni les révoltes, ni les famines qui abattent les Habsbourg d'Espagne, mais un mal bien plus ancré. En 1526, Charles Quint épouse sa cousine. En 1570, Philippe II épouse sa nièce. En 1599, Philippe III épouse sa cousine. Et en 1649, Philippe IV épouse également sa nièce. Les Habsbourg d'Espagne et d'Autriche prennent ainsi l'habitude de se marier entre eux, afin de renforcer leurs liens politiques et dynastiques. À cette époque, on ignore encore les dangers de la consanguinité. C'est celle-ci qui a offert un portrait aussi caractéristique aux Habsbourg. Mâchoire proéminente, lèvres inférieures enflées et nez qui pointe vers le bas, ce sont des attributs qui se répètent génération après génération et qui s'accentuent selon le niveau de consanguinité. En 1661, quand l'héritier tant attendu naît, les Habsbourg ont franchi la ligne rouge. Charles II atteint un taux de consanguinité de 25%, le même qu'un enfant né d'un frère et d'une sœur ou d'un père et de sa fille. L'enfant est d'ailleurs surnommé l'ensorcelé. Il souffre de crises d'épilepsie et d'un retard mental. Il a du mal à s'exprimer, n'arrive pas à marcher avant ses 8 ans et n'apprend jamais à écrire. Ces troubles s'aggravent d'ailleurs au cours de sa vie. Pire que tout, il est impuissant et donc incapable d'offrir un héritier au royaume. En intérieur, l'incapacité de Charles II à régner place les conseils et certains hommes forts à la tête du pays. On voit alors de nombreuses luttes pour le pouvoir déchirer le gouvernement. Au contraire, de l'autre côté des Pyrénées, Louis XIV renforce l'absolutisme et offre à la France un gouvernement efficace qui est capable de prendre des décisions sur le long terme. Alors que l'Espagne fait naufrage, le royaume de France resplendit économiquement avec les réformes de Colbert et militairement avec les actions de Louvois et Vauban. De plus, dès que Philippe IV s'éteint en 1665, les puissances européennes s'attendent à la mort prochaine du nouveau roi, au vu de ses nombreux problèmes de santé. C'est pour cette raison qu'en 1668, la France et l'Autriche s'entendent sur un partage de l'Empire espagnol. Pourtant, malgré toutes les prévisions, Charles II ne meurt pas prématurément. Il règne même pendant 35 ans. Dès 1667, la domination européenne glisse définitivement de la couronne espagnole à la couronne française. Cette année, Louis XIV déclare la guerre à Charles II en utilisant comme casus belli le non-paiement de la dot de son épouse, qui avait pourtant été promise dans le traité des Pyrénées. Madrid est alors incapable de réagir. De nombreuses forteresses des Pays-Bas et la Franche-Comté sont rapidement occupées par la France avant qu'une paix ne soit signée l'année suivante. Louis XIV y remporte 11 places fortes flamandes, dont Lille. En 1672, c'est aux Provinces-Unies que la France attaque. Une fois de plus, le pays est bien préparé et remporte de grandes victoires. C'est pourquoi l'Autriche et l'Espagne entrent en guerre aux côtés des Hollandais. Malheureusement pour eux, la guerre est un succès pour Louis XIV, tandis que l'Espagne en ressort grande perdante. Elle est forcée de céder la Franche-Comté et 12 places fortes flamandes aux Français. La France affronte ensuite une large coalition européenne en 1689, à la suite des guerres de Réunion qui lui ont permis de mettre la main sur l'Alsace. L'Espagne souffre encore une fois de ce conflit, mais finalement, c'est la mort de Charles II en 1700 qui achève l'Empire espagnol. Toutefois, afin d'éviter un démantèlement total du pays, les conseillers de Charles II ont désigné le duc d'Anjou, le petit-fils de Louis XIV, comme nouveau roi d'Espagne. Ils espèrent ainsi que le roi de France se battra au lieu de partitionner les territoires espagnols avec l'empereur. S'ils choisissent le duc d'Anjou malgré la rivalité franco-espagnole, c'est donc parce que Louis XIV est le seul prince européen qui a les moyens de se battre contre une coalition.
Alors que le continent entier attend sa décision, ce dernier, après une longue réflexion, fait finalement le choix d'accepter le testament de Charles II et de soutenir son petit-fils. S'engage alors la guerre de succession d'Espagne. L'Europe entière se coalise alors pour empêcher aux Bourbons de mettre la main sur l'ensemble des territoires espagnols. La France souffre d'ailleurs fortement pendant cette guerre, mais Louis XIV refuse de se retourner contre son petit-fils en échange de la paix. La guerre se poursuit alors jusqu'en 1713, date à laquelle les Anglais et les Hollandais se décident à signer la paix. Les traités d'Utrecht, signés en 1713, et de Rastatt, signés en 1714, mettent définitivement un terme au conflit. Le petit-fils de Louis XIV, Philippe V, est reconnu par tous comme roi d'Espagne. En revanche, l'Empire abandonne Gibraltar et Minorque aux Anglais, la Sicile aux Savoyards et les Pays-Bas, Milan, Naples et la Sardaigne aux Autrichiens. L'Empire espagnol est donc partitionné. En un règne, il perd toutes ses attaches hors de l'Ibérie, mais il y gagne un souverain capable, Philippe V, qui saura plus tard restaurer le prestige du royaume. Comme nous l'avons vu, Philippe III succède à son père en 1598. Il règne alors pendant 22 ans avant de laisser la place à son fils Philippe IV. Durant longtemps, ces deux hommes ont été considérés comme des rois feignants et accusés d'avoir provoqué le déclin des Espagnes. Mais la réalité est évidemment plus complexe, ne serait-ce que parce que ces derniers se reposent sur des favoris pour régner, tout comme Louis XIII qui s'appuie sur Richelieu exactement au même moment. De plus, ces rois ont dû régner alors que le contexte économique et diplomatique de l'époque n'était clairement pas favorable. C'est donc cette situation dans son ensemble qui mène peu à peu l'Espagne vers son déclin. Mais finalement, c'est le règne de Charles II, et surtout ses nombreux problèmes de santé, qui mènent l'Espagne vers sa perte. La faiblesse du pouvoir, puis la disparition des Habsbourg, provoquent malheureusement un démantèlement du pays en 1714. De première puissance européenne, l'Espagne se transforme en un siècle seulement en une puissance secondaire, qui devra par la suite regagner ses lettres de noblesse sous le règne des Bourbons. Mais ça, c'est une autre histoire.